Alors, pour passer à la communication entre la famille et le patient, Hervé, tu peux nous parler de ça? Bien sûr, donc merci de me passer la parole. On va parler communication avec le patient et la famille. Et vous voyez d'emblée sur cette plaque que finalement, il y a plus de plaintes en orange lorsque le temps passé avec les patients en consultation est inférieur à 10 minutes. Il y a plus de plaintes de la part des patients lorsqu'il y a des problèmes de communication, on en a largement parlé. Il y a également plus de plaintes des patients lorsque le praticien manque d'empathie. Et ce, encore une fois, quelles que soient les spécialités. Et alors, évidemment, dans le cas clinique qu'on vous a proposé, vous avez vu que cette jeune femme qui venait pour une chirurgie bariatrique, le médecin, la durée de la consultation d'anesthésie était de 10 minutes. On va pouvoir en discuter un tout petit peu plus loin, si vous le voulez bien. Cette plaque qui est illisible, et je vous prie de m'en excuser, dit simplement la chose suivante. C'est qu'on a affaire en France à une population dont le niveau moyen est estimé au certificat d'études simplement, et qu'aux États-Unis, ce n'est pas tellement mieux puisque le niveau de la population est à peu près le même. Or, l'information qu'on va donner aux patients, puisqu'on parle communication, l'information en particulier sur les risques liés à l'anesthésie, liés à la chirurgie, sont souvent des textes qui sont d'un niveau équivalent à une 5e ou une 4e. Et vous imaginez bien ici les problèmes de communication qui vont nécessairement se produire puisque les patients, la plupart d'entre eux, vont être dans l'incapacité de comprendre les documents qu'on leur donne. Et une des solutions qui a été choisie par la SFAR, par exemple, eh bien, c'est de faire relire ces documents par des représentants des usagers. Et c'est seulement une fois que les représentants des usagers sont tombés d'accord avec les termes qui ont été choisis qu'on va pouvoir mettre ce texte en ligne et le proposer aux praticiens. Donc c'est très important pour la communication d'avoir des documents qui soient compris des patients. C'est un geste, enfin en tout cas une démarche qui est extrêmement importante. Alors ici, en consultation d'anesthésie, vous voyez, souvent on dit, ben voilà, c'est le temps de parole, c'est fatigant de laisser parler les patients. Quand on regarde et qu'on laisse les patients parler librement, finalement, ils parlent au maximum 4 minutes. Il faut les laisser parler parce qu'on voit bien en expertise les patients qui arrivent et qui disent « Ah, vous savez, on ne m'a même pas laissé parler, on ne m'a pas écouté, je suis resté à peine 10 minutes en consultation. » Et ça, on le retrouve très régulièrement dans les différentes expertises qu'on peut faire. Et donc, c'est important de laisser ce temps de parole aux patients. D'autant plus que, ici, un article qui a été fait par nos amis urgentistes et qui s'appelle 4000 clics. Pourquoi 4000 clics? Parce qu'ils ont calculé que sur 10 heures de rotation des urgentistes aux États-Unis, eh bien, il y avait 4000 fois un clic sur la souris qui était fait par les médecins pendant ces 10 heures. 4000 fois. Et ce qui est intéressant, on ne le voit pas bien ici en noir sur le violet, c'est que le temps passé avec le patient, c'est 28% de la totalité du temps de la consultation. Le reste est consacré en particulier à entrer des données, avec, vous voyez, une représentation extrêmement forte, à la revue des différents examens qui sont à disposition dans le système informatique, 12%, et à une discussion avec d'autres praticiens, 13%. Donc vous voyez, 28% de 10 minutes de consultation, ça fait 4 minutes qui sont accordées aux patients, et vous comprenez bien que dans ces 4 minutes, il va être extrêmement compliqué de pouvoir avoir une communication qui soit efficace. Alors, enfin, pour terminer avec la communication, qui est importante, on a vu qu'à la fin du cas clinique en particulier, le chirurgien est allé voir seul le patient. Eh bien, il y a des textes HAS qui ont été produits sur la façon de communiquer quand il y a des événements critiques qui se sont passés. Et aux États-Unis, on a les mêmes données, c'est-à-dire qu'il faut toujours être accompagné du chirurgien ou accompagné de l'anesthésiste, ça dépend qui on considère. Dans une salle au calme, les téléphones en mode éteint, on se tient debout, on regarde dans les yeux les patients. Il ne faut pas être pressé, c'est important. Il ne faut surtout pas sembler non concerné parce que c'est catastrophique. Il faut paraphraser les préoccupations de la famille et du patient pour leur montrer qu'on a bien compris quelles étaient leurs préoccupations. Il faut être dans l'empathie. Il ne faut pas s'excuser, sauf quelques cas exceptionnels, et plutôt être désolé. La famille est surtout préoccupée par les soins qui sont apportés. Et il va falloir enfin lui décrire les étapes du suivi. Eh bien, quand on regarde également ce qui se passe finalement,
très souvent, on a des discours différents de l'anesthésiste et du chirurgien sur ce qui s'est passé et qui a abouti soit à un dommage du patient qui soit plus ou moins grave. Et ça, c'est catastrophique parce que le patient ne comprend pas que deux praticiens qui travaillaient en équipe autour de lui n'aient pas les mêmes informations concernant la complication que vient de subir leur proche. Merci Hervé. Ça me paraît très 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 important, là, tout ce qui a été résumé sur la dernière diapositive. À propos de s'excuser ou d'être désolé, il semble important de s'excuser quand on a fait une faute évidente, comme par exemple une erreur de côté, par exemple, où là, il n'y a aucune possibilité de faire autrement. Il faut faire attention au fait que dans les autres cas qui sont quand même les plus fréquents, s'excuser, ça suppose qu'on est coupable, alors que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Il faut donc simplement dire qu'on est désolé, ce qui prouve qu'on a de l'empathie, mais qu'on n'est pas coupable pour autant. Pierre, est-ce que tu as des commentaires ? Il y a un point aussi qui est important, c'est de revoir très tôt par rapport à l'événement. D'abord, ça permet de faire donner des explications, de ne pas hésiter à dire qu'on est dans l'incertitude, parce que je pense qu'on a aussi ce défaut de vouloir être dans la certitude. J'ai fait ci, ça devrait se passer comme ça. On peut avoir des doutes, et il faut l'exprimer comme ça. Ce que recherchent finalement les familles, c'est qu'on prenne bien soin de la prise en charge ultérieure, même s'il y a des doutes, Et la dernière chose, c'est de faire réitérer, de façon à bien comprendre ce que les patients et la famille a compris. Parce qu'il peut y avoir un décalage. Et je pense que ça, la réitération, c'est un point qui se retrouve à peu près dans toute la littérature sur la communication avec les patients. C'est d'autant plus vrai juste que les patients sont à ce moment-là sidérés encore sous le choc de ce qui vient de se passer et qu'on peut aisément comprendre qu'à ce moment-là, ils ne soient pas en mesure de comprendre exactement ce qu'on est en train de dire. Ils sont sur d'autres pensées probablement. Et je pense qu'il y a toute une façon qui doit être apprise au cours des études d'ailleurs, qui devrait être enseignée, et ça c'est enseigné actuellement. Mais on voit bien en pratique que ce n'est pas encore sur le terrain ce qu'on observe le plus régulièrement. Alors, il y a un point très important, c'est que évidemment, il faut communiquer avec la famille et les recommandations qui ont été rappelées ici sont fondamentales. Il faut aussi tracer ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire pas forcément dire tout le détail de la communication, mais de laisser une trace dans le dossier en disant la famille a été vue en présence du docteur X et du docteur Y. La situation a été expliquée, on reprend rendez-vous pour dans 48 heures pour refaire le point, etc. De façon à ce qu'il y ait une trace écrite, objective de ce qui s'est passé. Parce que si un jour il y a une mise en cause, il faut qu'on puisse le prouver et il faut que ça soit, il faut qu'il y ait une trace, clairement. Est-ce qu'il y a des questions, Patrick, là-dessus ? Oui, alors si on regarde un petit peu, il y a des questions qui tournent un peu au médico-légal, là, avec... Notamment, est-ce qu'il faut un diagnostic précis pour pouvoir communiquer avec la famille ? Et puis, comme tu disais tout à l'heure, la traçabilité, donc des questions concernant la traçabilité des avis médico-légaux qui sont demandés au superbranché H24. Est-ce qu'il faut en parler à la famille de ce qu'on a pu obtenir par ce biais-là, qui n'est pas une ressource interne ? Alors, avant de passer la parole à Hervé, je pense que, mais ça c'est un avis très personnel, je ne suis pas sûr que ça soit très important d'affoler la famille en leur disant qu'on a été demandé un avis à un infectiologue branché, par exemple. Mais il faut l'écrire, par contre. Il faut l'écrire pour qu'il y ait une trace, comme quoi on a fait la démarche de demander un avis extérieur compétent. Hervé ? Alors, juste pour dire que Pierre l'avait déjà évoqué, c'est pas parce qu'on n'a pas de diagnostic qu'on ne va pas communiquer. S'il fallait attendre le diagnostic, on voit bien très souvent que lors des expertises, on n'a toujours pas le diagnostic. Or, lors de l'expertise, on est parfois à 1 an de l'accident, et donc on n'a toujours pas de diagnostic. Et on émet des hypothèses, etc. Donc s'il faut attendre ce temps-là, vous imaginez que ce n'est pas possible. Non, il faut, comme l'a dit Pierre, faire des hypothèses, dire qu'on va rechercher et faire tout pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Simplement, ce discours doit être partagé
par l'anesthésiste et par le chirurgien. Si le chirurgien dit ah bah c'est un problème qui est lié à l'anesthésie, ou si l'anesthésiste dit c'est un problème qui est lié à la chirurgie, alors que on ne sait pas encore, on n'a pas encore compris, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce qui a pu faire que l'accident se soit produit, eh bien c'est une catastrophe. Donc oui, on communique, oui, on peut dire qu'on n'a pas le diagnostic, c'est pas un problème, mais donc il faut communiquer tôt, y compris quand on n'a pas de diagnostic. La Merci. question suivante. Alors, on Non, va mais il y passer... avait une question dans cette première question. Il y avait autre chose, me semble-t-il, concernant Patrick Georges. C'était. Bon, c'était la traçabilité. Non, Bon, c'était la traçabilité. Alors, ouais. juste pour vous dire qu'on a une expérience pour les anesthésistes qui s'appelle SOS-ALR. On est souvent sollicité pour aider les praticiens au téléphone sur des problèmes qui sont des complications. Souvent, on retrouve dans les dossiers qui sont expertisés la trace de l'appel à SOS-ALR. Et dans ce cas-là, dans le cadre de l'expertise médico-légale, eh bien, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, il faut faire appel à des gens qui connaissent peut-être un peu mieux, qui ont peut-être plus vu de complications et qui donc ont un recul plus important dans ce domaine-là. Et ça, de le tracer, ce n'est pas un problème. Nous, on assume parfaitement les 5 ou 6 praticiens qui font SOS-ALR, ce qu'on dit au téléphone, et on prend nos responsabilités quand on le dit. Donc il n'y a aucun souci, il faut le tracer. Et je pense que c'est pareil pour les appels des infectiologues, c'est ce que vient de dire Jean-François, ou pareil pour l'appel à Branchet pour des conseils. Ça doit être tracé dans le dossier, pas forcément exposé tout de suite au patient.